Bonjour à tous et bienvenue. Donc je disais en fait que je suis contente de vous voir tous et particulièrement des visages qu'on n'a pas l'habitude de voir ici au Rouvreau. Je salue notamment Josiane et James, je suis contente de vous voir ici, notamment Floranie, David, et puis bon, vous tous qui êtes habitués à être là aussi. Yvette, excuse-moi Yvette. Pour ceux que j'ai oubliés, excusez-moi, mais voilà, ceux qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Moi, je n'ai pas l'habitude d'être à cette place, en tout cas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas été, donc j'aurais besoin de vous pour m'encourager. Je suis là pour apprendre de vous aujourd'hui. Je ne suis pas venue vous donner des infos, mais pour qu'on puisse étudier ensemble. Je salue ceux qui sont sur Zoom aussi. Moi, je ne vous vois pas, mais en tout cas, vous êtes avec nous et je vous invite aussi à participer. Donc, comme vous le savez, le sujet d'étude ce matin pour les deux présentations que je vais avoir sont les deux sources d'information. Ce n'est pas un sujet inconnu. On a déjà eu l'occasion d'entendre nos anciens et d'autres aborder ce sujet. Mais nous allons essayer de voir ensemble voilà, les deux sources d'information. On va en parler ce matin. Et donc, pour commencer, je vais vous inviter à vous prosterner avec moi. On va remettre ce moment à Dieu. Donc, on va commencer. Alors, est-ce que j'ai des feutres? Oui. Donc, en 2018, nous avons le message du cri de minuit qui nous est apporté donc, par l'ancienne Thèse, par le troisième ange. Et ce message du cri de minuit, que je vais représenter de cette façon, il va reposer sur une base, ou encore on peut dire un socle. Et je vais vous demander ce que je vais mettre dans ce socle. Je vais vous demander de m'aider. Ce socle, je vais le diviser en deux. Est-ce que vous vous rappelez sur quoi va reposer ce message du cri de minuit? Sur quel sujet précisément? Ne soyez pas timide. Hein? Oui, Johanna? Je pense à l'égalité. Tu penses à l'égalité? D'accord. Est-ce que quelqu'un aurait une autre réponse à apporter? Ou une réponse qui compléterait ce que Johanna vient de dire? Le port du pantalon? Acte 27. Tout ce que vous dites, ce ne sont pas des réponses fausses, mais ce ne sont pas les réponses que j'attends. Les deux sources d'information, ça me plaît plus. Donc, les deux sources d'information... Donc, je ne vais pas écrire en entier les deux sources d'information. Et Johanna nous avait dit l'égalité. Donc, effectivement, moi, je vous ai parlé de socle, de base sur lequel ce message du cri de minuit repose. C'est vrai que dans le cri de minuit, on a vu le port du pantalon. C'est vrai que le message du cri de minuit nous est apporté par Acte 27. Mais l'ancienne Thèse va nous dire que le socle, la base de ce message du cri de minuit, ce sont ces deux sujets. D'accord? Les deux sources d'information et ensuite l'égalité. Donc ce matin, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans ce sujet des deux sources d'information. Qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Et je sais que vous savez déjà pas mal de choses sur le sujet. Les deux sources d'information, si vous vous rappelez, elles vont nous emmener au sujet de l'égalité. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Si vous voulez, vous pouvez revoir le cheminement qui avait été pris par l'ancienne Thèse lors de l'École des prophètes 2019. L'égalité, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, ce sont les deux sources d'information. Donc, vous pouvez retrouver vraiment tout ce cheminement dans ces vidéos de l'École des prophètes. Donc, en 2018, comme je disais au départ, ce cri de minuit nous est apporté. L'ancienne Thèse va nous dire que les deux sources d'information, elle va en parler et elle va citer deux médias. Je sais que vous savez de quoi je parle. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de ces deux médias? Fox News et CNN. Donc Fox News
et CNN. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux médias? Qu'est-ce que ces deux médias symbolisent? Dina nous dit le vrai, le faux, mais encore. L'aile droite, l'aile gauche. Alors, c'est Rodi qui a dit ça. Est-ce que tu peux me dire de quel côté? D'accord. Donc, je mettrai droite et gauche CNN. Donc, en fait, les deux sources d'information, ce sont deux messages, ce sont deux idéologies, ce sont deux conceptions. Et que vont faire ces deux conceptions? Eh bien, elles vont s'opposer. D'accord? Elles vont s'opposer, elles vont se confronter. Elles seront dans une tension permanente, en fait. D'accord? Et on verra de manière plus concrète ce que ça signifie. Pardon? Tu as Marlène sur le Zoom qui dit les libéraux et les conservateurs. D'accord, oui, effectivement. Donc, les conservateurs du côté de Fox News et les libéraux, je pense que vous devez être d'accord avec moi. Donc, lorsque le cri de minuit est donné en 2018, nous sommes dans la dispensation de la pluie de l'arrière-saison, qui va de 2014 à 2019. Nous sommes dans cette dispensation de la pluie de l'arrière-saison. À ce moment-là, nous avons encore, alors pour ceux qui étaient là, nous sommes encore avec le ministère FFA, d'accord? Je ne sais pas si parmi vous, il y en avait qui étaient là à ce moment-là, dans la grange notamment. Je pense à Sophie qui était là, Johanna qui était là, Rosemary, Estelle. Nous sommes encore avec FFA. Il n'y a pas encore cette séparation. Pour l'instant, le message du cri de minuit, quand il arrive, il est pleinement accepté, d'accord? Il est reçu favorablement. Mais lorsque le sujet des deux sources d'information, lorsque l'ancienne thèse va venir l'amener dans le message du cri de minuit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que certains... Johanna, tu veux dire? Certains vont l'accepter, d'autres pas. Certains vont l'accepter, d'autres pas. Et pourquoi? Parce que c'est un message c'est le message éternel, l'évangile éternel, et donc Oui. ça crée deux catégories d'adorateurs. Oui, tout à fait, mais de manière plus concrète. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent ce qui va gêner, ce qui va poser problème dans ce message des deux sources d'information? Dina, tu voulais dire quelque chose? Si sur Zoom, vous avez aussi des réponses, vous pouvez. Il y a Amanda, pardon. L'homosexualité, non? Pas encore. On n'y est pas encore. L'homosexualité arrive vraiment bien après. Rosemary, tu te rappelles? D'ailleurs, on l'a déjà évoqué, hein, la raison qui va faire que ça va... Je pense que c'est pas l'égalité qui pose le problème, non? L'égalité va poser problème, mais comme on est encore pour l'instant, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va commencer par les deux sources d'information et après on va arriver à l'égalité. Mais sur les deux sources d'information, pas encore le port du pantalon. Il y a Sophie qui veut parler. Alors, d'un bout d'information que je me rappelle, c'était qu'on disait, donc sur le principe, on dit que Fox News c'est une bonne source d'information. Le problème, pas Fox News, pardon, c'est CNN, pardon. Et donc on dit que c'est une bonne source d'information, sauf que cette source d'information, de ce que je me rappelle, c'est qu'elle est reliée, alors j'ai plus tous les éléments en tête, mais notamment à une autre chaîne, et notamment Mother Angelica. Enfin, c'est ce qui me... Alors, tu n'étais pas allé partir si loin. En tout cas, ce que je comprends, c'est que de dire que CNN, c'est une bonne source d'information, et que pour une partie du mouvement, on peut pas l'avoir comme étant une bonne source d'information. C'est comme ça que je le résume sans avoir les précisions. Alors, Chimène sur Zoom, donc. Merci. Donc, tu as Mélissa sur Zoom qui nous dit que les liens entre les sources et les partis politiques. Très bien, ça me plaît, Mélissa, les liens entre les sources et les partis politiques. Mais est-ce que Mélissa veut nous en dire un peu plus, peut-être? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là?
qu'elle peut parler directement sur Oui, Zoom? enfin- Mélissa, tu peux t'exprimer oralement aussi, on t'entend. La technique, c'est bon? On ne t'entend pas. On ne te comprend pas. En fait, je sais qu'il y a un lien avec Trump et les cas étaient avec Trump et je pense que ça avait ramené à l'élection. Alors, en fait, Mélissa, on t'entend mais très très mal. Donc, à moins que tu puisses l'écrire, voilà. Je te propose de nous l'écrire. On va poursuivre et puis quand tu auras fini, Chimène va nous le dire. Donc, Mélissa nous parle d'un lien avec les partis politiques. Est-ce qu'on a déjà parlé de partis politiques là? Oui, gauche-droite. Alors, c'est quoi le problème? Personne ne voit? Quand le message arrive en 2018, de quel côté nous sommes, nous, le mouvement? Nous sommes du côté de la droite, d'accord? Nous sommes du côté de Fox News, mais nous n'en sommes pas encore conscients en réalité. Parce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on parle de deux sources d'information? On n'en parle pas dans le message jusque-là. C'est vraiment avec le cri de minuit que ce sujet va arriver. Et nous sommes de ce côté, mais alors il y a un groupe dans ce mouvement qui est particulièrement porté de ce côté. C'est quel groupe? Dans quel endroit du monde où on est vraiment ancré de ce côté de la droite? Aux États-Unis, parce que nous, en France, rappelez-vous, on n'est pas porté sur la politique jusque-là. Hein. On ne va pas dire qu'on ne vote pas, mais bon, beaucoup d'entre nous ne s'intéressent pas à la politique. Mais par contre, aux États-Unis, oui, ils sont à droite à ce moment-là, et eux, ils ont vraiment des convictions politiques qui se situent du côté de Donald Trump, puisque n'oubliez pas que Trump, il se situe ici. Et donc, quand ce message arrive en 2018 et de sources d'information, ce message va nous dire que nous ne sommes pas du bon côté. Et donc, il va se passer ce qu'on a vécu pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'aux États-Unis, il va y avoir ce clivage, cette séparation, parce que justement, une bonne partie des Américains, dont l'ancien Jeff, pour ceux qui ont été là, qui l'ont connu, le premier ange sur notre ligne de réforme, vont rejeter le message. D'accord? Donc, ce dont j'aimerais vous parler avant qu'on puisse continuer, c'est que... je vais effacer. De 2014 à 2019, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans la pluie de l'arrière-saison. Et sur cette ligne, et dans cette dispensation, j'aimerais que nous puissions voir ensemble comment le message va arriver et de quelle manière il va être formulé. En gros, j'aimerais qu'on voit le schéma répétitif dans cette dispensation. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à compléter? Schéma répétitif, je sais que ça vous parle. Donc ici, nous avons quoi en 2014? Nous avons Boston, merci Rosemary, mais nous avons encore le décèlement d'un message. D'accord? Quelle est la date qui va suivre? 2016, avec Concorde ou encore avec l'accroissement de la connaissance. Et ça va être quel message en fait? Il a déjà été donné, il a déjà été dit tout à l'heure. Acte 27, merci. Acte 27. Mais il n'y a pas que Acte 27. Qu'est-ce qu'on voit aussi à l'accroissement de la connaissance? C'est vraiment pas compliqué. Les deux sources vont arriver un peu plus tard. On voit le roi du Nord versus le roi du Sud. D'accord? On voit le rapport entre roi du Nord et roi du Sud. Et en 2000, alors la prochaine balise qui va être 2018, qui va être Exeter, je continue avec Rosemary, Exeter, mais qui va être aussi là, la formalisation du message. Et nous avons le message qui enfle. Et la formalisation du message, là, ce sera le message des deux sources d'information dont on vient de parler et de l'égalité. Mais quand on arrive à la formalisation, rappelez-moi ce qui se passe pour ceux qui reçoivent le message. Quand on arrive à la formalisation, qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes testés. D'accord? Nous sommes testés.
test qui va jusqu'à la fin du temps de grâce en 2019. Et qu'est-ce que ça signifie de dire, qu'est-ce que ça signifie de dire que nous sommes testés? Nous avons un choix à faire. Nous avons un choix à faire et nous devons faire quoi? Alors, faire un choix, mais ce choix implique quoi? Un changement d'état d'esprit, merci. Un changement. Un changement d'état d'esprit. Donc, ce changement d'état d'esprit qui va être lié justement à la réception de ce message sur les deux sources d'information et le sujet de l'égalité, il va nous amener à comprendre progressivement, depuis que nous avons reçu le cri de minuit il y a maintenant 4 ans, il va y avoir un travail, une œuvre qui va être faite. Alors, excusez-moi. Je peux continuer? Oui. Donc, je disais que lorsque nous recevons ce message des deux sources d'information et le message de l'égalité aussi, il va y avoir une œuvre qui va être faite en nous, une œuvre qui va être faite progressivement. Nous allons prendre conscience que nous étions des conservateurs, que nous sommes à ce moment-là des conservateurs et que Dieu veut que nous soyons des libéraux sociaux. Nous allons prendre conscience avec le sujet de l'égalité que nous sommes comment? Racistes, sexistes, homophobes. Nous allons comprendre, comme je l'avais noté tout à l'heure, que nous devons passer de l'aile droite à l'aile gauche. Nous allons comprendre comme cela différents sujets sur lesquels Dieu va attirer notre attention pour opérer en nous ce changement d'état d'esprit. D'accord? Donc voilà, donc ce que je vous propose qu'on puisse voir dans une première partie maintenant, ce sont les origines et la définition des deux sources d'information. Alors, je vais vous projeter une définition. Est-ce qu'on peut passer sur le diaporama? Oui, pardon. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire la définition que nous avons ici, s'il vous plaît? Donc, Johanna. Une source ou une source d'information est l'origine d'une information. La source permet de porter un jugement sur la validité d'une information puisqu'elle tend à déceler et à rapporter les intentions des médias producteurs d'informations. Est-ce que tu peux continuer? Les métiers de la recherche, de l'information et de la communication font appel à différentes sources pour obtenir une information ou la vérifier. Se renseigner sur la source, c'est s'intéresser à la nature et au lieu originel de discours d'une information. Cela permet, entre autres, de mettre en évidence sa véracité, sa pertinence et l'utilité de son utilisation. Je te remercie, Johanna. Donc, cette définition elle a été prise sur Wikipédia et elle nous dit donc qu'une source d'information, c'est l'origine d'une information. Donc, en fait, une source d'information, ça va nous permettre de comprendre d'où vient en fait une information. Ce qu'on cherche à déceler lorsqu'on va, donc comme nous dit la définition, ce sont les intentions. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette information pour celui qui va la donner? Le média qui va produire cette information, par quelle idéologie il est porté? D'accord? Ce que j'avais souligné d'autre sur, sur la deuxième diapo, lorsqu'on parle de source d'information, on cherche à s'intéresser à la nature de l'information et à son origine. Et quand on va s'intéresser à ça, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est si cette information est vraie, d'accord? Si elle est pertinente, si elle est vraie, et à quoi elle va servir, quel sera son but. Est-ce que vous avez, vous, par rapport à cette définition, des remarques, des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Oui? Alors, je vais effacer le tableau. Chaque fois qu'il y a eu, chaque fois qu'il y a eu dans l'histoire un mouvement de réforme,
il y a eu une technologie qui a été associée à ce mouvement de réforme. Et je sais de quoi vous parlez, c'est une étude qu'on a eu l'occasion de faire avec l'ancienne Tess et qu'on va revoir. Donc, si nous prenons la période de Jésus, quelle technologie ou alors quelles conditions étaient là pour que l'évangile puisse être donné? Est-ce que vous vous rappelez? La paix. Ah oui, il y a eu les routes, oui, effectivement. Il y a les routes. Tu as raison. Tu as raison. Alors, la période de Jésus, donc on va dire -4 jusqu'à l'encens, on va avoir une période qui part d'à peu près -27 jusqu'à à peu près 180, qu'on va appeler la période de la Pax Romana. Donc Dina l'avait dit doucement, elle avait dit la paix. Donc rappelez-vous, c'est une période particulièrement longue où il n'y a pas vraiment où les conditions sont vraiment favorables parce qu'il n'y a pas de conflit. Que ce soit sur les routes ou que ce soit sur les mers, c'est vraiment une période sereine et c'est une période donc qui sera favorable à ce que l'évangile puisse être partagé. D'accord? Si on passe à la période de la Réforme, qu'on va dire qui commence à peu près en 1518, quelle va être la technologie, elle, qui va permettre l'expansion de la diffusion de l'Évangile? L'imprimerie. Merci Johanna. Donc l'imprimerie. Donc là, je crois qu'on va à peu près jusqu'à 1570, si je ne me trompe. La période suivante, voilà, merci Gérard. Donc, on est dans la période de l'alpha de l'Israël moderne. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme technologie là qui va apparaître et qui va permettre vraiment la diffusion de l'Évangile cette fois-ci? Il y en a plusieurs là. Il y a les chemins de fer, merci. Il y a quoi d'autre? Voilà. Les bateaux. Le train. Donc, toutes ces technologies, effectivement, sur cette période-là, vont vraiment permettre l'expansion de l'Évangile et on le voit notamment dans l'histoire de Miller. D'accord? On voit vraiment que grâce à tous ces moyens-là, ils vont pouvoir pousser vraiment ce message très très loin dans le monde. On va arriver à notre période à nous. Excusez-moi, ça va être tout en bas. À partir de 1989 jusqu'à nos jours. Vous le savez, qu'est-ce qui va être inventé? Le web mondial, mais avant le web mondial, on va avoir Internet. D'accord? Voilà, tu as raison, Rosemary. Tu as raison, Internet, ça arrive bien avant 89. En fait, comme tu dis, dès les années 60, fin des années 60, on a effectivement, dans le domaine militaire, cette invention d'Internet qui va surgir, mais l'expansion vraiment d'Internet qui va arriver grâce au web mondial, ça va être en 89. Donc en 89, on a Internet qui va naître officiellement le 12 mars 89 et son inventeur va s'appeler Tim Berners-Lee. Il met en place donc le web pour faciliter le partage d'informations, de fichiers et de courriers électroniques. Avant ce web mondial, on avait ARPANET qui était vraiment le système de l'armée en fait, et qui va être remplacé par Internet qui sera plus un système plus pour tout le monde en fait. Et en 91, plus précisément en 91, le web est vraiment mis à disposition de tout le monde, de toute la population. Donc on a vraiment une montée en charge à partir de 89 pour l'utilisation d'Internet. Donc pourquoi j'ai repris ce sujet avec vous, le sujet de
la diffusion des modes de diffusion de l'Évangile, c'est parce qu'on va voir effectivement que l'information, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai que nous, en 2018, on découvre les deux sources d'information, mais l'information a toujours existé, vous êtes d'accord avec moi, et l'information a toujours été propagée d'une manière ou d'une autre, et on le voit d'ailleurs sur ces différentes périodes de réforme. Et d'ailleurs, dans le domaine de la guerre, je vais vous projeter excusez-moi, une citation. Le recours à la propagande. Donc là, on va se situer sur la période de la guerre froide. Le recours à la propagande pendant la guerre froide n'est plus approuvé, nous dit Christian G. Happy, qui est l'auteur du livre que vous voyez là, Guerre froide, les constructions de la guerre froide. Ce qu'il va nous dire, c'est que les États-Unis et l'Union soviétique l'ont tous deux intensivement utilisé durant la période de la guerre froide, principalement par le biais des médias de masse. Donc à l'époque, c'était le cinéma, la télévision, la radio, dans le but d'étendre au maximum leur zone d'influence. Qui dit guerre froide pense course aux armements, rideau de fer, dissuasion nucléaire. Mais la lutte que se sont menés les deux blocs fut surtout idéologique et psychologique. La guerre froide était aussi, et peut-être avant tout, une guerre d'images, d'idées, de propagande, de désinformation et de pression diplomatique. En l'absence de guerre ouverte et directe entre les États-Unis et l'URSS, l'information et les médias devinrent un enjeu décisif permettant de relayer des messages et de véhiculer une idéologie. Ainsi, durant la guerre froide, Américains et Soviétiques usèrent largement de la propagande afin de s'assurer le soutien des populations et de susciter le rejet, voire la haine de l'ennemi. À travers la propagande, c'était donc la légitimation et la promotion des idées des uns et des autres qui étaient en jeu. Donc, la période de la guerre froide, on n'est pas encore en 89, mais ce qu'on voit, c'est que l'information est déjà largement utilisée à travers la propagande, donc je reviens sur la première diapo, et à travers les médias qui sont disponibles pour l'instant, en tout cas qui sont les plus utilisés jusque-là, cinéma, télévision, radio. Et les États sont déjà pleinement conscients de l'importance de l'information pour mener la guerre. Ils l'utilisent véritablement. Et sur cette diapo, vous voyez qu'il est parlé de guerre d'images, d'idées, de propagande, de désinformation et pression diplomatique. Et on verra tout à l'heure qu'on va retrouver ces mêmes termes, avec un autre outil qu'on vient de citer, Internet, mais en tout cas, ce seront les mêmes objectifs qui vont être menés. D'accord ? Faire pression sur les États, sur les populations, à travers ces images, à travers ces idées qui vont être diffusées. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, Oui. Avant, c'était la radio, le cinéma et tout ce que tu dis. Oui. Mais maintenant, avec Internet, beaucoup plus de gens sont touchés, en fait, avec le web. Parce qu'avant, il y avait beaucoup moins de monde, mais on voit même dans les petits recoins, tout le monde, la plupart, ils ont le téléphone, ils ont beaucoup plus accès à ces informations. Exactement. Merci Rosemary. Tu voulais dire autre chose ? D'accord. Vas-y, reprends parce que les autres n'ont pas entendu. Je voulais tout simplement dire, effectivement, pour appuyer ce qu'elle dit, Rosemary, la population est beaucoup plus touchée. Comme elle dit, effectivement, même dans les petits recoins, les endroits où on ne penserait pas, aujourd'hui, effectivement, l'information arrive. Alors, l'information, effectivement, est véhiculée et elle arrive de plus en plus loin. Mais ce qu'on voit aussi, surtout, c'est qu'elle est instantanée. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde est au courant à la minute même où l'information est sortie sur toute la planète. Donc, l'arrivée d'Internet donc, va permettre cette explosion des échanges et de l'information dans le domaine privé, dans le domaine politique, militaire, dans tous les domaines de la société.
Et il va y avoir une véritable guerre qui va se livrer par rapport à la question de l'information. Pourquoi on parle de guerre? Parce qu'on va voir que les méthodes qui vont être utilisées vont être aussi souvent assez agressives. Quand je parle d'agressivité, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, par exemple? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a quelque chose que ça vous suscite? Alors, réseaux sociaux, agressivité, pas forcément, mais ça peut. Ça peut. Mais par exemple, si on parle de cyberattaque ou de piratage, il n'y a pas une semaine où on n'entend pas parler en ce moment d'institutions qui se font pirater leur système informatique pour récupérer de l'info. Par des hackers. Par des hackers, exactement. Donc on a des hôpitaux, on a toutes sortes d'administrations qui aujourd'hui se rendent compte que leurs systèmes d'information sont poreux, ils ne sont pas suffisamment protégés. Et ce sont nos informations personnelles, en fait, qui sont visées en réalité. Hein. Donc nous ne sommes pas à l'abri par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je parlais d'agressivité. Donc il y a effectivement les cyberattaques, mais il y a aussi les fausses informations, ou encore la propagande, mais les fake news, voilà, parce que nous sommes tous concernés par ces fausses informations au quotidien, d'accord. Il y a aussi la manipulation de l'information. Et ça, si on a le temps, dans la deuxième partie, on va le voir à travers notamment la guerre en Ukraine ou encore d'autres sujets. D'où l'intérêt de toujours avoir, je dirais, cette responsabilité de vérifier les informations par rapport à ce nombre important de fake news qui circulent. Tout à fait. Si on en a la possibilité, et on verra aussi comment on doit être amené à vérifier cette information. On va continuer. Il y a un exemple que j'aurais voulu aborder avec vous qui peut-être, oui, on a eu l'occasion d'en parler dans le message, c'est l'exemple du Brexit. Donc le Brexit, vous le savez tous, hein, c'est la séparation de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, qui a eu lieu donc le 23 juin 2016, d'accord. Donc à environ 52%, les Anglais, ils ont dit, on veut quitter l'Union européenne. Et ça a été quand même un événement assez surprenant. Le Brexit, bien que un bon nombre, certains Anglais y étaient favorables, mais penser que quand même plus de la majorité d'entre eux voulaient quitter l'Union européenne a surpris quand même pas mal l'Europe. Je voudrais, je ne sais pas si Maurice, ce serait possible de projeter une petite partie d'une vidéo. Alors, je vous préviens, on ne pourra pas regarder tout, ça dure 25 minutes, mais vous aurez la possibilité, parce que je vais l'envoyer, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, de revoir cette vidéo, où vous allez voir un petit peu comment finalement ce référendum, parce que ça en a été un, a été complètement biaisé justement par les fausses informations en fait, hein, et par la manipulation de l'information. Cette élection ne s'est pas faite tout innocemment en réalité. Vous allez voir que le début de la vidéo et on va en parler et vous aurez la possibilité d'aller la visionner dans l'intégralité chez vous. Bon, étant donné que ça prend beaucoup de temps, on va pas continuer parce que ça va nous faire perdre du temps. Et puis, comme je vous disais, je vous l'enverrai pour que vous puissiez la regarder. En résumé, en fait, ce que cette vidéo va nous montrer, c'est qu'il va y avoir un homme qui est un stratège qui s'appelle Dominic Cummings. Et cet homme, il va avoir l'idée, pour que la Grande-Bretagne puisse quitter l'Union européenne, il va avoir l'idée de faire passer une information qui va être fabriquée de toutes pièces. Cette information va être qu'il va dire aux Anglais, si nous quittons l'Union européenne, nous allons économiser 350 millions de livres par semaine. Ce sont 350 millions de livres par semaine que nous allons pouvoir garder pour notre propre système de santé. Et en fait, les Anglais, quand ils vont entendre ça, ils vont
si vous voulez, cette information va jouer sur leur émotion, sur leur peur, parce qu'ils sont convaincus, certains d'entre eux en tout cas, à travers tous les messages qui sont passés lors de cette campagne du Brexit, que justement l'Union européenne, ce n'est pas un avantage pour eux, ça leur fait perdre de l'argent. Et cet homme va diffuser cette information à travers les médias. On n'entend pas si bien sur le Zoom. On n'entend pas bien. Donc à travers les médias, il va diffuser cette information et qui va, comme je vous disais, qui va jouer sur les émotions des Anglais et qui va leur dire, écoutez, vous avez tout intérêt à quitter l'Union européenne parce que vous allez faire des économies. Dans la réalité, cette information est fausse. D'accord ? Ça a été prouvé par la suite qu'elle est bien loin de la réalité. Mais il va manipuler cette information et à travers les réseaux sociaux, à travers Twitter et à travers d'autres réseaux sociaux, il va faire en sorte que beaucoup d'Anglais puissent recevoir cette information. Et il va utiliser plusieurs méthodes, vous allez le voir dans le reportage, dont une qui m'a paru intéressante, c'est cette méthode s'appelle le ciblage. C'est-à-dire qu'il va, en fonction des problématiques des personnes qui recevaient cette information, ces personnes recevaient sur leur poste informatique, leur page Internet, ils recevaient une publicité qui était adaptée à leur situation. Imaginons que vous habitez dans une ville qui rencontre des problèmes économiques, qui rencontre des soucis particuliers. Je crois que c'était une ville en fait qui avait vécu des inondations. Vous receviez ce message qui vous disait que si vous quittez l'Union européenne, vous allez faire des économies qui vont vous permettre justement de financer toutes vos problématiques liées à cette inondation. Et en fait, chaque profil recevait une information qui était adaptée à sa problématique. Et en fait, ce qu'ils nous disent dans ce reportage, c'est qu'à travers l'expérience du Brexit, ça a été l'une des premières expériences de ce type où justement les technologies de l'information ont été utilisées pour gagner une élection, en fait, pour gagner un référendum. Et d'ailleurs, vous avez entendu parler de l'utilisation aussi de techniques similaires lors des élections américaines de 2016 avec Cambridge Analytica. Ils se sont inspirés de cette histoire pour le Brexit pour employer des méthodes similaires pour que Donald Trump puisse gagner les élections aux États-Unis. Donc vraiment, quand vous aurez un moment, prenez le temps de regarder cette vidéo. Bon voilà, c'était ça. Vous l'aurez de toute façon, ça va vous être envoyé lorsque la présentation sera terminée. Je vous l'enverrai sur Info Échange et comme ça vous pourrez la visionner parce que ça vous sera beaucoup mieux expliqué que ce que j'ai fait. Oui. Ah. Alors. Donc ça s'appelle La fabrique du mensonge. Oui, mais tu auras son nom dans la vidéo. La fabrique du mensonge sur le Brexit, je crois. Brexit, référendum et mensonges et réseaux sociaux. Et en fait, les Anglais donc, ont voté donc, en masse pour quitter l'Union européenne, sauf qu'aujourd'hui, parce qu'ils se sont fiés pour plus de 50% à cette fausse information, à ces fausses informations, et bien aujourd'hui, la Grande-Bretagne se retrouve confrontée à pas mal de difficultés, d'accord ? Vous en avez peut-être entendu parler. La Grande-Bretagne se retrouve confrontée notamment à un gros problème de main-d'œuvre. Ils ont du mal à recruter. Notamment, vous avez vu dans les infos, ils ont du mal à recruter des routiers, d'accord ? Ce qui fait qu'ils ont des gros problèmes d'approvisionnement de leurs supermarchés, de leurs stations essence. Parce que justement, pour que les étrangers puissent venir travailler maintenant en Grande-Bretagne, il faut absolument un visa étranger. Et donc, ça leur cause pas mal de problèmes. Ils ont une inflation énorme. C'est vrai que l'inflation nous concerne aussi, mais elle est particulièrement élevée chez eux. Et leur économie est fragilisée parce qu'en termes d'échanges, par exemple avec l'Union européenne, le fait qu'ils soient sortis de l'Union européenne, les échanges sont moins importants.
Et ils ont aussi des fractures même au sein même de leur pays, par exemple avec l'Écosse et aussi avec l'Irlande du Nord. Si vous voulez en savoir plus, voilà, vous allez trouver vraiment les détails sur Internet. Mais en tout cas, ça montre que le fait qu'ils se soient fiés à cette fausse information et qu'ils aient fait ce choix, qui est quand même un choix décisif, eh ben, ça a des retombées pour eux quand même assez importantes, assez graves. Dans le peu de temps qui me reste, 15 minutes, d'accord, merci Viviane. Dans le peu de temps qui me reste, maintenant, ce que je voudrais que l'on voit, c'est que la guerre d'information, on l'a dit tout à l'heure, ça a été certes une information qui nous a réveillés en 2018, mais elle existe depuis que le monde est monde et même avant, puisque la première guerre qui va avoir lieu va se passer au ciel. Vous le savez déjà. Et elle va se passer entre qui et qui ? Voilà, entre Lucifer et Dieu. Donc, on va prendre une citation pour pouvoir appuyer ce qu'on vient de dire. Est-ce que quelqu'un peut lire cette citation, s'il vous plaît? Amanda veut lire. Lucifer agit d'une manière si trompeuse que les sentiments qu'il inculqua ne purent être examinés jusqu'à ce qu'ils se développent dans les esprits de ceux qui le reçurent. L'influence d'un esprit sur un autre, qui est un pouvoir important pour le bien quand il est sanctifié, est tout aussi puissant pour le mal entre les mains de ceux qui s'opposent à Dieu. Satan a grandement utilisé cette emprise sur les esprits des anges pour enseigner le mal, laissant entendre qu'il recherchait le bien de l'univers. Alors, il y eut guerre dans le ciel. Christ et ses anges luttèrent contre Satan et ses anges, car ces derniers étaient décidés à demeurer dans le ciel dans toute leur sédition. Mais ils n'eurent pas le dessus. Christ et les anges loyaux triomphèrent et ils jetèrent Satan et ses rebelles sympathisants hors du ciel. Merci Amanda. Donc qui, avant qu'on parle du sujet de la guerre d'information et qu'on se rende compte que la guerre d'information avait déjà commencé au ciel, qui s'était rendu compte en fait que la guerre qu'il y avait eu dans le ciel, c'était une guerre d'information? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui avait fait attention à ça auparavant? Moi non plus. Nous, on s'appuyait toujours sur ce verset et on pensait que la guerre qu'il y avait eu dans le ciel, c'était les armes qui avaient été sorties et Satan qui avait été chassé du ciel avec un tiers des anges. Sauf que quand on lit la citation au début, dans Commentaire biblique 7, ce qu'on comprend, c'est qu'avant qu'il y ait que Satan ne soit chassé du ciel, il y a eu quand même un travail qui a été mené par Dieu, par l'armée de Dieu aussi, enfin Dieu et Christ, pour justement amener les anges qui se mettaient, pour l'instant, ils n'étaient pas encore positionnés, mais en tout cas, ils étaient dans le doute, ils écoutaient ce qui se passait. Eh bien, il y a eu une œuvre qui a été menée pour qu'ils puissent justement se positionner. Et Ellen White nous dit que l'influence d'un esprit sur un autre, qui est un pouvoir important pour le bien, quand il est sanctifié, est tout aussi puissant pour le mal entre les mains de ceux qui s'opposent à Dieu. Donc, c'était un travail d'influence qui était mené de chaque côté. On a dit que c'était Dieu d'un côté, avec Christ, et on avait Lucifer de l'autre. Et mais avant qu'il ait ses anges, les anges, ils étaient là au milieu, et ils recevaient quoi? Ils recevaient de l'information, en fait. D'accord? Ils étaient là, et ils avaient de l'information pour pouvoir faire un choix entre Dieu ou Lucifer. Et donc, Satan va mettre tout en œuvre pour arriver, lui aussi de son côté, à convaincre les anges qu'ils doivent se positionner de son côté, que le gouvernement de Dieu ne leur est pas favorable. Alors, est-ce qu'on peut remettre le diaporama, s'il vous plaît?
Voilà. Donc si Dieu avait usé de son pouvoir pour châtier ce chef rebelle, les anges infidèles n'auraient pas eu l'occasion de se manifester sous leur vrai jour. C'est pourquoi le Seigneur décida d'agir d'une autre manière afin de donner à tous les habitants du ciel une preuve évidente de sa justice et de son jugement. Donc, sur cette diapo, ce que j'ai souligné, c'est que Satan prétendait que les anges n'avaient pas besoin de loi. Donc voilà, si vous voulez, l'information que Satan, lui, il a apportée. Il prétendait que les anges n'avaient pas besoin de loi, mais qu'ils devaient se sentir libres de suivre leur propre volonté, qui les conduirait toujours avec sûreté. La loi mettait un frein à leur liberté, et son but principal était de l'abolir. Selon lui, la condition des anges avait besoin d'être améliorée. Donc ça, c'est une source d'information, celle de Lucifer. D'accord? C'est celle-là? Pardon. La référence, donc, c'est HR 15.1. Et alors, Histoire de la rédemption 15.1. Et là, maintenant, ça va être 16.1. Et l'autre, c'était, oui, 7BC 793.4. Oui. 13.4. D'accord. Et donc, on a vu la source d'information qui venait de Lucifer, et celle de Dieu, telle n'était pas la pensée de Dieu, nous dit la suite de la citation, qui avait promulgué ses lois et qui les avait rendues égales à lui-même. Le bonheur des habitants du ciel dépendait de leur parfaite obéissance à ses lois. Chacun d'eux avait un rôle particulier à jouer, et jusqu'au jour où Lucifer s'était révolté, l'ordre parfait et l'harmonie régnaient dans le ciel. Donc en fait, on voit à travers cette histoire que déjà, à l'origine, deux sources d'information se sont confrontées. Et ça a eu pour résultat, qu'est-ce que ça a eu pour conséquence? Qu'est-ce qu'il en est résulté de cette guerre? Une séparation, une expulsion du ciel, d'accord? Et puis après, toutes les répercussions que ça a pu avoir pour nous avec l'introduction du péché quand Satan va se retrouver sur terre. Et voilà, cette œuvre de guerre d'information qui a commencé dans le ciel, eh ben, elle va tout simplement ne faire que se poursuivre et se répandre après sur la terre, puisqu'on va voir ensuite que dans le jardin d'Éden, il va aussi se jouer une autre guerre d'information, enfin on va dire la poursuite de la première guerre d'information, puisque là on va retrouver Ève confrontée au serpent, et de la même manière qu'au ciel, Lucifer a opposé des arguments avec, si vous voulez, on va dire une... Ah mince, le terme m'échappe, excusez-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que... Merci, Chimène. Non, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, c'était aussi... On peut aussi parler de guerre de procuration, puisqu'effectivement, on a, dans ce conflit, entre ces deux entités, on a au milieu les anges, et là, avec Ève au jardin d'Éden, on a aussi une guerre de procuration, Ève et Adam, qui vont recevoir aussi deux informations. Donc, si on retourne au diaporama, là, on se retrouve dans le jardin, et Satan va discuter avec... Ève va discuter avec le serpent. Et il va lui demander... il va lui dire, mais pourquoi vous ne pouvez pas manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin? Et Ève, elle va répondre, mais nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. Donc, qu'est-ce que Ève, elle fait? Elle retransmet l'information que Dieu lui a donnée, et c'est la bonne source, d'accord? Elle transmet cette information. Mais Satan lui vient et lui dit, mais non, pas du tout, vous n'en mourrez pas. Et Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont, vous serez comme lui, capable de voir ce qui est bien ou mal. Donc là, on a encore ces deux informations qui se confrontent.
J'ai surligné le début de ce passage en jaune, il m'a paru intéressant. Le tentateur voulait faire croire à Ève qu'en mangeant du fruit de cet arbre, elle et son mari accéderaient à une sphère de connaissance plus élevée que celle qu'ils avaient atteinte jusque-là. Il voulait faire croire. Donc en fait, Satan, il va user des mêmes tactiques dont on vient de parler tout à l'heure, notamment au niveau du Brexit. Il va user de tromperie. Il va utiliser une information que Ève va lui donner, mais il va la manipuler. On a parlé tout à l'heure de manipulation de l'information. On retrouve exactement les procédés qui, aujourd'hui, sont employés dans la guerre d'information qui sévit dans le monde. Excusez-moi. Donc, on ne va pas tout lire parce que le temps passe vite. Ce que je vous avais surligné, ce sont les arguments à chaque fois qui vont être donnés par chacun des protagonistes de l'histoire. Donc, Ève, qui donne l'information, la parole de Dieu, en fait, et Satan, qui lui vient avec ses théories, on peut dire ses fausses informations pour arriver à son objectif. Donc, on a vu à travers ces exemples, en fait, l'exemple de la guerre dans le ciel et puis l'exemple aussi du jardin d'Éden. Je voulais vous parler aussi de la tentation au désert, mais c'est exactement le même procédé, donc on ne va pas le faire parce que le temps est avancé. Mais comme on l'a vu dans la guerre d'information, on a deux sources. On a derrière ces sources, on a une intention, c'est ce que nous disait la définition au départ. Il y a un objectif à atteindre. Celui qui donne l'information ne la donne pas pour rien. Il a une idée en tête. Et pour pouvoir, Johanna nous l'a dit tout à l'heure, nous avons ce devoir de trier ces sources et d'être en mesure justement d'identifier ce qu'il y a derrière une information aujourd'hui. C'est ce que le message du cri de minuit nous a dit, c'est que les sources d'information ne sont pas innocentes. Derrière une source d'information, il y a une intention. Et nous, aujourd'hui, notre responsabilité, et cela fait partie du test prophétique auquel nous faisons face, c'est de notre responsabilité quand nous recevons une information aujourd'hui, de savoir qu'est-ce qui est derrière, quel est le but. Et vous avez reçu, il y a quelque temps de ça, un document qui avait été mis sur InfoÉchange qui émanait d'un journal qui nous permettait un petit peu de faire ce tri, en fait, entre les différentes sources d'information, entre les différents journaux. Là, vous avez des journaux internationaux, en fait, et vous voyez que vous avez un classement, une classification. Donc, on a les journaux qui vont se situer à l'extrême gauche. Après, vous avez la gauche modérée, vous avez le centre, la droite modérée, puis l'extrême droite. Donc, ce document, vous le retrouvez sur InfoÉchange. Alors, par contre, je ne sais plus à quelle date il a été envoyé. Ça fait déjà un petit moment, mais s'il faut, on peut le renvoyer. Et qui nous permettent de voir, en fait, que les journaux, ils vont se positionner aussi par rapport aux partis politiques, à l'idéologie politique, en fait, qui les anime, en fait, qui anime ceux qui portent ces informations. Et donc, dans la suite de cet article, il y avait aussi les orientations des journaux français, à savoir que je vous ai remis l'information, mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que par rapport au message que nous avons, par rapport à la guerre d'information, aux deux sources d'information droite-gauche, il faut quand même que vous sachiez que ce n'est pas exactement en France la même chose qu'aux États-Unis. On l'a déjà dit d'ailleurs. Hein. L'idéologie qui est derrière les partis de républicains démocrates en France, on ne va pas retrouver exactement les mêmes clivages, les mêmes enjeux
ici en France, mais ça nous permet quand même d'avoir une idée de l'orientation des quotidiens que nous lisons, nous ici en France. Oui, Rosemary, tu voulais parler? Non, d'accord, excuse-moi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques avant qu'on ne termine cette partie? J'ai pas de questions ni de remarques, mais quand tu as fait l'étude, j'ai pas de questions ni de remarques, mais quand tu as fait l'étude, tu as parlé de Lucifer d'un côté et Dieu et Christ de l'autre côté. Et j'ai vu que du côté de Lucifer, c'était la liberté, et du côté de Dieu, c'était l'égalité, parce qu'il avait fait des lois pour l'égalité. Et c'est ça que je n'avais pas vu avant. C'est intéressant. Merci Rosemary de partager avec nous. Merci. Alors, je pense que le temps est pratiquement arrivé. On va résumer un petit peu ce qu'on a vu ce matin. Donc, on a vu effectivement que le message du cri de minuit avait pour socle le sujet des deux sources d'information, et aussi celui de l'égalité, mais d'abord les deux sources d'information qui nous ont ensuite conduit vers le sujet de l'égalité. Nous avons vu qu'une source d'information, c'est l'origine, c'est d'où vient une information, et que ce n'est pas une information, elle est donnée pour un but, elle est donnée avec une intention, et donc quand on va chercher une source, c'est qu'on va chercher à comprendre le but de l'information, l'intention qui est derrière. On a vu que l'information a toujours existé, qu'elle a été, par rapport aux différents mouvements de réforme qu'il y a eu dans l'histoire, elle a été portée par différents canaux, mais que quand on arrive à notre époque, à notre dispensation, c'est Internet qui va permettre de propager l'information, et avec beaucoup plus de force, puisque ça va être une information qui va être amplifiée, qui va être multipliée avec une plus grande rapidité. Et par rapport à cela, on a vu que, avec l'exemple du Brexit, que c'est une guerre d'information qui se joue et qui va ensuite, c'est une guerre d'information qui va être, on va dire, dans la violence, parce que cette guerre d'information va faire usage de moyens qui sont des moyens qui sont parfois inconnus. Ça me fait penser à quelque chose dont je voulais vous parler, mais peut-être dans la deuxième partie, on va en parler, des moyens qu'ils vont utiliser, des moyens qui sont parfois pernicieux, qui vont être utilisés par le biais de ces moyens technologiques pour faire prendre des décisions à ceux qui vont recevoir cette information. Et c'est là où nous sommes concernés, parce que l'information que nous recevons est destinée à nous faire prendre des décisions qui auront des conséquences pour nous. Conséquences de vie ou de mort. Dominique? Ces informations nous influencent. Oui. Nous influencent en quelque sorte. C'est ça, oui. Et c'est bien que tu reparles du terme d'influence, parce que c'est ce qu'on vient de voir dans la citation par rapport à Lucifer dans le ciel. L'influence qu'un esprit a sur un autre est déterminante, en fait. D'accord? C'est une influence pour la vie ou une influence pour la mort. D'où l'importance pour nous de ne pas minimiser le sujet des deux sources d'information, de ne pas penser que c'est juste des journaux qu'on lit, des articles de journaux qu'on reçoit. C'est vrai qu'on en reçoit beaucoup avec le message dans lequel nous sommes, mais elles ont un but, elles ont une intention, et nous l'avons, peut-être que je n'ai pas à s'appuyer dessus, mais les deux sources d'information pour nous, c'est un test prophétique. Donc ça veut dire qu'on avait dit tout à l'heure, ça implique pour nous un changement d'état d'esprit, mais ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'il y a une conséquence à cela, vie ou mort. Donc si on fait le mauvais choix d'information, eh bien on va vers la mort. Oui, Dominique nous dit qu'on est face à deux principes différents, tout à fait. Et on va voir dans la deuxième partie de ce sujet, de manière plus concrète, comment les deux sources d'information nous ont déjà impactés et nous impactent encore aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, votre participation, et puis je vous invite à prier pour finir cette première partie. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que tu nous as appelés à recevoir, ce message de vérité. Si tu nous interpelles sur le sujet particulier des deux sources d'information, ce n'est pas juste pour que nous soyons des personnes qui avons les têtes bien pleines, mais que nous soyons conscients, Seigneur, que nous sommes l'objet au quotidien
À chaque instant de nos vies, nous recevons une somme importante d'informations, mais qui ont un but, de nous conduire soit vers la vie ou vers la mort, et que nous avons cette responsabilité de devoir traiter cette information correctement, de nous poser des questions par rapport à ces informations. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as éclairé dans ce message du cri de minuit sur comment nous positionner, justement. Alors aide-nous à prendre cela au sérieux et à prendre à cœur, Seigneur, d'analyser ces choses que tu nous donnes en ce temps où nous pouvons encore chercher à les comprendre, à les étudier. Merci, Père, pour ce moment, que tu puisses continuer à être avec nous pour les moments qui vont suivre et que tu puisses vraiment parler à chacun de nos cœurs, toi qui sais, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Nous te prions ainsi ce matin au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen.